Bien, alors je recommence. Bonjour. Partant de la mise en récit ou en intrigue philosophique de la querelle des universaux chez Victor Cousin, nous avions noté la semaine dernière deux faits fondamentaux confirmant la thèse archéologique tirée de Collingwood sur la nécessité de substituer aux problèmes et même aux archiproblèmes généraux, pérennes, voire éternels de l'historiographie traditionnelle, de leur substituer, dis-je, des complexes de questions et réponses transitoires et particuliers. C'était donc le premier fait fondamental. Et le deuxième fait fondamental, au-delà donc de cette substitution des CQR, complexes constitués de questions et de réponses, aux problèmes dits improprement éternels, deuxième fait fondamental, répondant en partie à ce que j'avais appelé, une formule un peu familière, le défi lancé par Foucault, d'identifier une règle, ou plutôt un type de règle de passage d'un événement de penser à un autre. Répondant donc en partie à ce défi, j'avais expliqué que la remontée, si je puis dire, à la querelle des universaux allait nous permettre d'illustrer ce type de tâche, n'est-ce pas, d'un double point de vue, déterminé dans une archive possédant une énergie propre, donc le ou les processus qui conduisent d'un CQR, d'un complexe de questions et de réponses, à un autre complexe de questions et de réponses. Et deuxièmement, déterminer autant que possible le système régissant l'apparition d'une série d'énoncés, considérés dans l'historiographie comme constituant un seul et même problème, le problème des universaux. Vous voyez, on essaie, en remontant à Victor Cousin et à sa présentation assez particulière du problème des universaux et de la querelle des universaux, on essaie de couvrir un certain nombre de cases, disons, dans le dispositif par lequel Foucault définit l'archive. Donc on va essayer de montrer qu'on peut effectivement, dans le cas précis de la querelle des universaux, on peut déterminer en termes collingwoodiens le ou les processus qui conduisent d'un complexe de questions et de réponses à un autre, et en termes foucaldiens, déterminer donc le système régissant l'apparition d'une série d'énoncés considérés dans l'historiographie comme formant un seul et même unique archi-problème, le problème, the problème des universaux. Chemin faisant, donc ça c'était notre programme, nous avions pu pressentir que ces deux faits fondamentaux répondraient aussi à leur manière donc à certains critères avancés par Foucault dans sa description de l'archive, comme le système définissant l'énonçabilité, vous voyez le terme, l'énonçabilité d'un énoncé événement à sa racine même et dans le corps, dit-il, autrement dit le corpus où il se donne. Au-delà, nous pressentions que les deux faits fondamentaux répondraient aussi à leur manière à ce critère qualifier, décrire le mode d'actualité et de fonctionnement de l'énoncé considéré, l'énoncé chose, donc l'énoncé qu'on étudie. Alors,
souvenez que nous avons tourné autour de la fameuse phrase de Porphyre, mais bon. Le mode d'actualité, le fonctionnement, la différenciation des discours, la spécification des durées impliquées dans le passage du questionnaire de Porphyre au problème des universaux. Tout ça, on essaie, j'espère qu'on va le voir émerger, disons, en étudiant ce passage. Le questionnaire de Porphyre, les 3 questions qu'on a vues, à quoi se substitue le problème des universaux que j'ai évoqué la semaine dernière. Alors, quels étaient les faits fondamentaux sur lesquels j'essaie de fonder mon propos? Premier point qu'il faut absolument garder présent à l'esprit. L'énoncé traditionnel du problème des universaux. Les genres et les espèces sont-ils des mots, des concepts ou des choses, n'est pas l'aporie originale de Porphyre. Elle est un effet de ce que j'ai appelé la projection rétrospective du thème, du skopos, des catégories d'Aristote sur l'isagogé de Porphyre, introduction aux catégories d'Aristote. Donc ça, c'est le point central. Le problème des universaux tels qu'on le connaît, les gens et les espèces sont-ils des mots, des concepts et des choses, n'est pas le questionnaire originel de Porphyre. C'est l'effet d'une projection rétrospective. Le second fait fondamental était que la détermination du skopos des catégories d'Aristote, chez les commentateurs néoplatoniciens d'Athènes et d'Alexandrie, des catégories à la fin du 5e, au début du 6e siècle, s'était effectuée sur la base du triangle sémantique mis en place dans le premier chapitre du Péri Herménéias d'Aristote, De Interpretatione en latin, articulant phonae, pathemata, tes, psyches et pragmata, selon des relations définies respectivement à partir de la traduction latine de Boès comme la relation conventionnelle instaurée entre symboles écrits et parlés, ou symboles oraux, avec les pathèmes ou pathemata, et la relation dite naturelle, à la fois de ressemblance et de causalité, existant entre ce que l'on traduit habituellement par les signes immédiats, et non pas les symboles, les signes immédiats, psychiques, les pathèmes, affects, passions, impressions, devenus au fil des siècles et des traductions successives de pathemata, tes, psyches, que ces traductions soient inter- ou intralinguistiques, c'est-à-dire qu'elles se fassent soit des transpositions du grec au grec, si je puis dire, ou bien du grec au latin. Ces pathemata sont devenus, du grec à l'arabe et de l'arabe au latin, les intentions en français, intentiones, animae, les intentions de l'âme. Mais nous savons aussi qu'on a utilisé le terme de passio, passiones animé, qu'on a utilisé le terme de conceptus, puis de concept. Tout ça, c'est la même série, et au départ, vous avez le mot pathema, et pathemata au pluriel. Et enfin, troisième élément, les pragmata, on pourrait traduire par les pragmes, puisque, après tout, ces pragmes, ça peut être soit des choses individuelles, soit des états de choses. Le mot pragma, comme l'a bien montré Pierre Hadot, ne signifie pas nécessairement en grec et seulement chose individuelle. Il peut vouloir dire état de choses. Donc déjà, c'est remarquable, mais les commentateurs néoplatoniciens ont substitué à la longue au mot pragmata le mot onta, ta onta, les étangs. Les commentateurs néoplatoniciens ont substitué aussi du grec au grec, n'est-ce pas? Ils ont substitué au mot pathemata, tes, psyches, le mot noemata.
les noèmes. Alors on a une sorte de vertige, on se dit qu'on n'y comprend plus grand-chose, mais pourtant vous allez voir c'est assez simple. Partons du texte d'Aristote et vous avez ici les, plus ou moins bien orthographiés et translittérés, les expressions grecques qui correspondent à ce qu'on appelle le triangle sémantique d'Aristote. À la base, côté gauche, les phonai, au sommet, les pathemata tes psyches, et à la base, côté droit, les pragmata. Cette distinction, figure et mise en place dans le texte du chapitre 1er du Péri-Herménéias, où Aristote dit il faut, traduction tricot, traduction du grec, la plus commune, courante, il faut d'abord établir la nature du nom et celle du verbe, ensuite celle de la négation et de l'affirmation, de la proposition et du discours, logos. C'est quel programme? Oui, c'est tout le programme des fondements de la logique. Puisque si vous voulez faire une théorie du syllogisme, il faut faire une théorie de l'inférence entre propositions, donc une théorie de la proposition, donc une théorie des différentes sortes de discours, la proposition étant un certain type de discours, une théorie des éléments qui sont constitutifs du discours, du logos, et donc des noms et des verbes qui sont les constituants de base de l'énoncé. Les noms et les verbes ont eux-mêmes des éléments qui sont les sons émis par la voix et les signes écrits. Un nom est un certain type de son vocal. Que sont donc les sons vocaux? Les sons vocaux, les phonai, les sons émis par la voix, sont les symboles des états, pathemata, tes psyches, traduction tricot, les états de l'âme. Et les mots écrits sont les symboles des mots émis par la voix. On est passé des sons aux mots. Bon. Et de même que, on pourrait faire un séminaire sur simplement ce texte, n'est-ce pas? Mais bon, on va essayer d'avancer. Et de même que l'écriture n'est pas la même chez tous les hommes, les mots parlés ne sont pas non plus les mêmes, bien que les états de l'âme dont ces expressions sont les signes immédiats soient identiques chez tous, comme sont identiques aussi les choses dont ces états sont les images. Bon. Alors, si... Aristote ajoute que... Alors, où a-t-on traité de cette question? On aimerait bien l'avoir traitée en détail. La relation conventionnelle existant entre les mots parlés et les concepts, la relation dite naturelle existant entre les concepts qui à la fois ressemblent aux choses et sont causés par elles, où cela est-il traité? Ce sujet a été traité dans notre livre de l'âme, car il intéresse une discipline différente. Donc la relation, si l'on comprend bien, des concepts et des choses. Et de même qu'il existe dans l'âme tantôt un concept indépendant du vrai ou du faux, et tantôt un concept à qui appartient nécessairement l'un ou l'autre. Ainsi en est-il pour la parole. On tremble, là on se dit, attendez, alors on entre dans l'hypothèse d'un langage mental, après il y a le langage oral, et grand Dieu, il y aura bientôt le langage écrit, 3 sortes de langage, bon, c'est chez Aristote ça, mais bon. Car c'est dans la composition et la division que consiste le vrai et le faux. En eux-mêmes, les noms et les verbes sont semblables à la notion, concept, qui n'a ni composition ni division. Tels sont l'homme, le blanc, quand on n'y ajoute rien, car ils ne sont encore ni vrais ni faux. Alors, vous voyez, on a ici une distinction entre les éléments du discours, qui par eux-mêmes ne sont ni vrais ni faux. Homme, ça n'est ni vrai ni faux. Homme est blanc, c'est vrai ou faux. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté quelque chose à homme. On a ajouté
est, et on a même ajouté autre chose, blanc. Bon. Et du coup, ce qui est vrai ou faux, c'est cette composition homme et est, alors qu'en soi, homme n'est ni vrai ni faux. Donc le discours, le logos, va être vrai ou faux parce qu'il est composé de notions. En l'occurrence, on a tout de suite compris un nom, un verbe. Bon. Mais le nom pris en lui-même ne l'est pas. Et il ne suffit pas de composer. Il va falloir un certain type de composition quand même. Si vous mettez bout à bout deux noms, vous n'obtenez rien. Et même deux noms qui s'excluent mutuellement, eh bien, ça ne donne pas du faux. Regardez, voici une preuve. Buxer. Buxer, voilà deux mots accolés. En latin, irko kervus, en grec, tragelaphos. Buxer signifie bien quelque chose. Buxer. Mais il n'est encore ni vrai ni faux. Buxer, ça n'est ni vrai ni faux. À moins d'ajouter qu'il est ou qu'il n'est pas. Prenons une phrase du langage ordinaire. Le Buxer existe, ou il y a des Buxers, bon, mais le Buxer est, un Buxer est, ça c'est faux. Dans l'état actuel de nos connaissances, nous sommes Aristote. Bon. Buxer, ça n'est ni vrai ni faux. Vous avez compris. Buk plus ser, ça n'est ni vrai ni faux. Buk plus ser plus est ou n'est pas, c'est ou vrai ou faux. C'est la différence entre le nom et le logos, apophantikos. Donc je reprendrai évidemment tous ces éléments au fur et à mesure, mais pour que les choses soient à peu près claires, on va reprendre sous forme de schéma une des figurations possibles de ce triangle d'Aristote en ajoutant les grammata et les mots écrits, les signes écrits aux mots parlés. Vous voyez donc que la base du triangle, bon, c'est un triangle d'une certaine manière, mais il n'est pas équilatéral, j'ai rajouté les mots écrits. Donc on a trois relations que j'ai appelées A1, A2, A et B, n'est-ce pas? Je reprends A1, A2 et B. La relation des mots écrits aux mots parlés, la relation des mots parlés aux concepts et la relation des concepts aux choses. La relation A1 et la relation A2 sont dites conventionnelles. Dans la traduction Tricot, dans la quasi-totalité des traductions, et en fait, il faudrait s'expliquer sur un terme grec qui a été traduit d'une certaine manière en latin. J'y reviendrai dans un instant, mais très brièvement, parce qu'on ne va pas s'arrêter là-dessus quand même. Non, on n'en sortira jamais. Donc, mots écrits, mots parlés, concepts, choses. A1 et A2 sont des relations dites conventionnelles, B est une relation dite naturelle. Entre les concepts et les choses existent des relations dites de ressemblance et de causalité. Ce que j'ai marqué ici comme concept ressemble aux choses et est causé dans l'esprit par les choses. Toutes sortes d'expressions peuvent figurer à la place de mots parlés, de concepts et de choses. J'ai mis mot, concept, chose, puisque ça vous rappelle l'énoncé du scopos des catégories tel qu'il s'est fixé provisoirement pour nous dans la description que nous en donnons et parce que nous en faisons un outil pour avancer dans notre archéologie de la querelle des universaux. Mais bon, il est clair qu'à la place de mots parlés, vous pourriez revenir à la terminologie initiale. Vous pourriez avoir phonai à la place de concept pathematates psyches, à la place de choses, vous pourriez avoir évidemment pragmata. Vous pouvez bien sûr aussi avoir le trio qui s'est imposé petit à petit chez les commentateurs néoplatoniciens,
qui met à la place des termes d'Aristote, phonai, bon ça c'est la même chose, mais à la place des pathemata tes psyches, on a noemata, les noèmes, hein, et à la place de pragmata, les pragmouchoses, on a les onta, les étangs, les êtres. Donc, phonai, noemata, onta. Si vous trouvez cette triade, vous êtes à peu près sûr d'être chez un commentateur néoplatonicien d'Aristote. Hein. Bon, bien sûr, vous pourriez aussi vous trouver au Moyen-Âge latin et voir à la place de noemata le mot latin intentiones, les intentions. Et vous pourriez vous dire, eh bien, je peux dater à peu près ce texte parce que ce texte suppose que la traduction faite sur l'arabe de textes d'Avicenne, par exemple, ait été mise à disposition des locuteurs, philosophes et théologiens latins. Donc c'est en gros à la deuxième moitié du XIIe siècle qu'on voit apparaître cela, intentio, qui est la traduction d'un terme arabe qui traduisait noema. Intentio. Bon, mais vous pouvez avoir aussi conceptus, plus rarement. Mais vous pouvez conserver la série de Boès et avoir passiones qui rend bien les pathemata. Donc là encore, selon le terme latin, vous allez pouvoir dater d'une certaine façon le moment philosophique auquel correspond le discours que vous êtes en train de lire. Est-on dans un âge gréco-latin? Est-on dans un âge arabo-latin? Est-on avant la fin du XIIe siècle? Est-on au XIIIe? Est-on au XIVe? Est-on au XVe? Au XVIe? Les mots vont nous renseigner là-dessus. Je veux dire une dernière chose sur la relation dite de naturalité, la relation dite naturelle, A1 et surtout A2, ce qui lie les phonai au noemata. Eh bien, le grec est kata synteken. Ce qui compte pour ce qui va nous occuper maintenant, c'est la traduction latine de cette expression que certains ont proposé de rendre par composition, ce qui expliquerait de manière additive et compositionnelle la structure même de tout le langage humain. Les mots sont constitués de lettres, n'est-ce pas? Et les lettres assemblées, kata synteken, donnent un mot. Les mots assemblés donnent un discours, les discours assemblés donnent une inférence, 3 discours assemblés, ça donne un syllogisme, bon, etc. Ça serait une très belle architecture qui rendrait compte de tout le plan de l'organon. C'est possible. C'est Engels, pas le barbu, si j'ose dire, enfin, le terme est devenu ambigu maintenant, mais pas l'autre de l'autre, soyons hégéliens, mais c'est un Engels, notre contemporain, qui a écrit un bel article dans Vivarium sur la revue consacrée à l'histoire de la logique et de la sémantique antique et médiévale, Vivarium, qui a écrit donc un texte dont je reparlerai peut-être sur ce passage du De Interpretatione où il défend cette interprétation. Mais bon, peu importe d'une certaine manière, parce que un historien fait l'histoire de l'histoire sanctionnée et pas de ce qui aurait pu être, n'est-ce pas? C'est pas de la what if history, on parle effectivement de la réalité des énoncés et pas de ce qu'ils auraient pu être s'ils n'étaient pas ce qu'ils sont. Bon. Donc la traduction de Boès, qui est historiale, qui crée de l'histoire, qui fait l'histoire, la traduction de cette expression grecque kata synteken, elle est ceci, ad placitum, littéralement à plaisir, ou ad bene placitum, bon plaisir, tel est mon bon plaisir. Bon. Eh bien, ce bon plaisir, ce bene placitum, il y a une relation à plaisir qui dépend du plaisir. Du plaisir de qui? On va voir, entre les phonai et les noemata, ou les phonai et les pathemata tes psyches. Ça dépend
des locuteurs. Ça dépend des locuteurs, ça dépend du plaisir, du bon plaisir du locuteur. Ça ne dépend que de lui. Ça n'est en rien contraint, dicté, normé, si j'ose dire, par la nature. Hein. Ça ne s'impose pas à lui, il fait ce qu'il veut, ce locuteur. Qui est-ce, ce locuteur? Ça peut être vous pris individuellement à tout instant où vous parlez, puisque à tout instant où vous parlez, vous usez librement des mots et vous pouvez effectivement utiliser les mots en dehors de l'usage qui est le leur. Ça arrive. Bon. Mais la thèse dominante pour rendre compte de la signification de l'expression ad placitum telle que la transmet Boès, c'est plutôt le sens de la convention pacte existant entre une pluralité d'individus. Donc en fait, à dire vrai, les deux sens conviennent bien. Au départ, une convention pacte qui fixe un usage, et d'une certaine façon, ensuite, vous qui vous y conformez ou pas. On parle librement, mais évidemment, notre liberté consiste à utiliser les mots tels que nous les avons reçus de l'usage. Hein. Mais c'est ça, le bene placitum. Il est ce qui rend compte de la liberté d'un groupe de locuteurs qui institue, impose, comme on va le dire, instaure, met en place un système de signes et de signification, et il est aussi une caractéristique, ce bon plaisir, de ce que fait chaque locuteur quand il parle. Nous ne sommes pas des machines parlantes, hein, pas un programme qui fait que nous disons ce que nous disons au moment où nous le disons. Alors, thèse générale, maintenant, c'est par un feedback textuel et conceptuel que le questionnaire de Porphyre, qu'on avait vu la semaine dernière, s'est vu substituer un autre questionnaire, celui qui présidait donc au scopos des catégories, lui-même donc articulé et rendu possible à partir des rudiments de sémantique qui sont effectivement mis en place dans le premier chapitre du Péri-Herménéias. Donc un feedback textuel et conceptuel, cela veut dire archéologique, hein, pour moi. Le feedback textuel relève de ce que j'appelais l'histoire des corpus, donc des textes, des traductions de Boès et d'autres, hein. Et le feedback conceptuel relève de ce que j'appelle l'histoire des réseaux de notions, hein. Et les deux composent l'histoire épistémique, hein, histoire des corpus, histoire des réseaux, histoire épistémique que j'appelle maintenant, pour les raisons que j'expose petit à petit et dont j'espère vous convaincre qu'elles sont justifiées, archéologie philosophique. Donc je reprendrai archéologiquement certains aspects remarquables de cette trajectoire, hein, rétrospective, hein, Péri-Herménéas catégorie Isagoge, qui donc au fond, pour rendre possible la lecture d'un texte, lire l'Isagoge, suit au niveau de la mise en place des structures, des distinctions, des outils fondamentaux, la trajectoire inverse de l'ordre de lecture effectivement suivi dans les écoles de l'Antiquité tardive. C'est-à-dire, on lit en premier l'Isagoge. Alors, lire, ça veut dire aussi expliquer, n'est-ce pas? On fait cours, le premier cours porte sur l'Isagoge. Mais bien que tout parte de l'Isagoge, en réalité, la lumière que l'Isagoge va nous permettre de jeter sur ce qui suit vient de ce qui précède, à savoir du troisième texte en cette affaire, le Péri-Herménéas, qui suit dans l'ordre de lecture les catégories. À certaines exceptions près, le Péri-Herménéas suit toujours dans l'ordre de lecture les catégories. Il est le troisième texte. À certaines exceptions près. Et ces exceptions font venir au premier plan précisément le Péri-Herménéas. Elles sont dignes d'intérêt, ces exceptions. Parce que tout à coup, c'est le Péri-Herménéas, le premier texte de l'organon. Donc le premier texte de la philosophie, hein, et de l'enseignement de l'organon, qui est la base de l'enseignement de la philosophie tout court.
mettre en tête le Périr-Ménéias. Alors, c'est digne d'intérêt, j'avais étudié ça il y a bien longtemps dans un travail intitulé « Textualité logique et forme sumuliste ». Je n'ose pas vous dire en quelle année, parce que ça me déprime moi-même, n'est-ce pas? Mais bon, mais enfin, comme le titre l'indique, textualité logique et surtout forme sumuliste, ça indique le moment où la logique, ce qu'on appelait à l'époque, les médiévaux ne sachant pas, comme j'ai eu l'occasion de le dire après Gilson, les médiévaux évidemment ne savaient pas qu'ils vivaient au Moyen-Âge. Ils l'ont toujours ignoré, ils l'ignorent encore. Et comment s'appelaient-ils eux-mêmes? Ils s'appelaient eux-mêmes comme nous nous appelons nous-mêmes, modernes. Ils disaient nos moderni, nous les modernes. Et donc, à une certaine époque, il y a ce que l'on appelle logica modernorum, la logique des modernes. La logique des modernes, c'est la logique des médiévaux. À partir du moment où ils se distinguent par leur production propre de ce qu'on appelle à l'époque la logica vetus, les deux premiers textes de l'Organon qui ont toujours été à disposition des gens des latins depuis la fin de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, et la Logica Nova, c'est-à-dire les traductions du reste de l'Organon qui sont arrivées effectivement vers la fin du XIIe. Il y a des questions de datation dans lesquelles je n'entre pas là. Bon. Et la Logica Modernorum, ce n'est pas du Aristote, c'est ce qu'on a ajouté à Aristote, c'est ce que nous, moderni, nous avons su produire. Qu'est-ce qu'ils ont su produire? Eh bien, ils ont constitué une science, la logique, qui est construite sur la base d'une certaine recherche. La recherche de quoi? De l'ordre idéal d'exposition, à savoir l'ordo disciplinae, l'ordre de la discipline. C'est l'expression de l'époque. L'ordo disciplinae, la quête de l'ordre de la discipline, caractérise toute la fin du XIIe, début du XIIIe siècle. Elle s'applique aux logiciens qui cherchent l'ordre idéal d'exposition des matières qui constituent la logique comme science. Mais ordo disciplinae va, comme l'a bien montré le père Marie-Dominique Chenu dans une série d'ouvrages tout à fait remarquables des années 50, 60, l'ordo discipliné, c'est aussi le mot d'ordre de tous ceux qui vont essayer de mettre en ordre le savoir théologique, et ce qui explique que on va retextualiser, remettre en ordre le corpus d'Aristote, mais aussi on va y ajouter ce qui n'y est pas et qui manque à la discipline, pour en faire autre chose qu'un corpus qu'on interprète, en faire véritablement une science qu'on expose, développe et construit sur des bases nouvelles. Donc c'est ça le Moyen-Âge, c'est la modernité d'une certaine façon. On passe de la réorganisation du corpus à la production de théories nouvelles qui, d'une certaine façon, comblent les manques de l'Organon et introduisent des développements nouveaux. Ces développements sont présentés dans un genre d'écrit qu'on appelle les sommes de logique. Et bien sûr, on peut faire le parallèle avec la théologie et les sommes de théologie, dont l'unité de travail est l'article. L'article, c'est une question disputée parfois par l'auteur avec lui-même, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'on pense avec soi-même et contre soi-même, on discute avec soi-même, bon, mais surtout, et la plupart du temps, c'est la transposition, c'est la reprise de discussions qui ont eu vraiment lieu dans l'université. C'est pourquoi je disais que l'université, à un moment, devenait son propre corpus, n'est-ce pas? Et qu'il y avait, au fond, deux corpus médiévaux, celui d'Aristote et puis ce qui vient s'ajouter par le travail, sous les formes que revêt le travail intellectuel dans l'université médiévale, il y a ce qui vient s'ajouter à ce qui est reçu. Donc somme de logique, somme de théologie, mais en tout cas, dans certaines sommes de logique, la première chose qu'on remarque, c'est que le Périr-Ménéias vient en tête, qu'il est le premier
texte, au fond, qu'on retextualise, présente, décortique et met sous forme de théorie bien caractérisée et que l'on discute. Donc, pourquoi? Eh bien, parce que d'entrée de jeu, on va avoir à formuler une sémantique nouvelle au Moyen-Âge qui, si on écrit une somme, on va au moins devoir se poser la question: à quel endroit est-ce que je vais mettre ça? Ça quoi? Eh bien, la différence fondamentale que font les médiévaux, les modernes, dans la Logica Modernorum, à la fin du XIIe et à partir de cette période, entre ce qu'on appelle la signification, et la suppositio, la supposition. La suppositio, que l'on traduit par référence sur le modèle évidemment de Sinn et Bedeutung, Bedeutung et Sinn, sur un modèle frégéen ou bien sur un modèle russellien, signification et référence, c'est ça, oui, c'est vrai d'une certaine façon, mais ce n'est pas vrai aussi d'une autre, puisque si on traduit suppositio par référence, on a bien la dimension référentielle de la propriété sémantique en question, qu'on vise bien, mais on n'a que la propriété sémantique, on n'a pas la propriété syntaxique. Supposer, dans la théorie dite de la supposition, c'est servir de sujet dans un énoncé pour y accomplir une certaine performance qui est précisément de référer ou de renvoyer à quoi? Eh bien, à des sujets qui sont précisément le sujet du discours. Le discours porte sur des choses qui sont le sujet du discours. De quoi parle-t-il, ce discours? Subject matter. What is the subject matter of that speech? Quelle est la matière, quel est le sujet de cette phrase, de cet énoncé? Eh bien, vous voyez, on trouve suppositio et supponere ici un croisement remarquable et absolument fascinant, très important pour l'archéologie du sujet. Évidemment, le sujet d'une proposition renvoie en même temps au sujet de la phrase, ce sur quoi porte la phrase, ce dont elle nous parle, c'est le même mot. Et évidemment, la théorie de la supposition, c'est la théorie du supponere pro. Le fait que supponere, le verbe, supposer, pro, pour un mot sujet d'une phrase, suppose, c'est-à-dire fonctionne comme sujet, pro, en étant mis à la place de quoi? De la chose qui est le sujet du discours. Bon, du coup, vous trouvez sujet ontologique, sujet logique, des choses qu'on a vues dans le cours, mais vous voyez, ça s'insinue ici et au niveau de la suppositio. Donc, quand on traduit suppositio par référence, c'est très bien, puisque la dimension référentielle est évidemment ce qu'on veut faire remarquer par rapport à la signification. Homme, homo, en latin, ça signifie quoi? Animal, raisonnable, mortel. Quelle est la supposition de homme? C'est ce qui compose la liste totale de son extension, tous les hommes. Un homme court, homme signifie un animal raisonnable, mortel. Donc je pourrais dire un animal raisonnable, mortel, court. Mais à quoi renvoie ce mot homme dans un homme court? Peut-être aux gens à quelqu'un qui se livre à cet exercice de torture et d'automutilation invraisemblable qui constitue aller jogger dans les rues, enfin ça ne se dit plus comme ça d'ailleurs, mais enfin peu importe, je ne sais même pas comment ça se dit, donc peu importe. Donc vous voyez, signification, référence, contenu intentionnel avec un S, référence, contenu extensionnel, voilà, signification, supposition. Relation syntactico-sémantique. C'est une relation, la supposition, syntactico-sémantique, pas seulement sémantique. Si vous traduisez par référence, manque la syntaxe, la dimension syntaxique. Bon, alors, avant de reprendre archéologiquement les aspects remarquables que je signalais tout à l'heure, je voudrais revenir un instant sur le renvoi opéré par Porphyre de son propre questionnaire à une recherche dite très profonde, à un autre examen beaucoup plus long, n'est-ce pas, que la considération
plus logique de ce que disent ceux du péripathos exige. Donc, autrement dit, Porphyre nous dit, bon, je ne parlerai pas des questions que je viens de formuler, parce que le scopos des catégories, considéré comme un texte de logique, c'est bien ce qu'elles sont, après tout, me l'interdit. Et c'est le moment de se rappeler que ce que nous appelons les catégories d'Aristote, eh bien, c'est un titre que cet ouvrage porte, effectivement, dans une partie de la tradition, mais que dans une autre partie de la tradition, ce texte est intitulé « Avant les topiques ». Bon, ce n'est pas un titre extraordinairement vendeur, c'est sûr. Avant les topiques. Bon, mais ça dit bien ce que ça veut dire quand même. Et du même coup, ça explique que dans sa traduction pour la collection Budé, Richard Budéus, finalement ne donne pas de titre à ce livre d'Aristote qu'il traduit, et pour finir donne quand même avant les topiques, tout en disant c'est les catégories. Bon, évidemment, vous allez chez Vrin ou ailleurs et vous dites je voudrais les catégories d'Aristote. Bon, on va dire attendez, non, on n'a pas ça, on a avant les topiques. Bon, ça ne va pas tout à fait. Donc on est obligé de maintenir les deux titres, ce qui fait que comme beaucoup d'idées géniales qu'on a, on se complique extraordinairement la vie. Mais quand même, ça dit bien quelque chose, cela, le fait que les deux titres aient existé. Parce que quand même, ça conditionne la place de l'ouvrage dans l'organon et puis la signification de cet ouvrage qu'on appelle les catégories. Si les catégories qui sont en tête de l'organon sont en tête de l'organon, n'est-ce pas, sont bien les catégories en tête de l'organon, l'étude des catégories conditionne l'étude de toute la philosophie. C'est le portail, c'est l'entrée. Si c'est avant les topiques, ça conditionne l'étude de l'argumentation. C'est l'introduction nécessaire à la théorie de l'argumentation qui est exposée dans les topiques et dont les formes, je dirais, morbides, sont exposées dans les réfutations sophistiques. Ce n'est pas la même chose. Alors, évidemment, la question va rejaillir sur l'isagogé, parce que selon la place et la fonction qu'on attribue aux catégories, l'isagogé, qui est une introduction aux catégories, va devenir elle-même soit une introduction aux catégories, soit une introduction à l'introduction au topique. Et disons que sa valeur ajoutée philosophique en prend un coup. Ça n'est plus qu'une introduction à l'utilisation des principaux termes dont on a besoin pour, au fond, mettre de l'ordre dans les notions dont on sert pour construire des argumentations topiques. Bon. Alors, sur ce point, il faut faire deux observations. L'une qui va nous ramener à Athènes et l'autre à Alexandrie. L'une à Athènes, quelques années avant la fermeture de l'école d'Athènes en 529 par Justinien, et l'autre à Alexandrie, quelques années avant le passage définitif de cette école en 529 aussi au christianisme. Alors, tout cela pour d'abord en venir enfin à la question de savoir ce qu'on peut et doit penser dans cette science dite plus haute, après cet examen dit plus approfondi et plus étendu des universaux. Hein. Mais il faut aller doucement en prenant deux guides, un à Athènes, l'autre à Alexandrie. Le premier guide est Simplicius. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Il y est. Voilà. Donc Simplicius, qui n'est pas... Alors on peut dire grossièrement qu'il est né vers 4480, mais c'est vraiment un ordre de grandeur. Hein. C'est très large, très large. C'est vers
4480, avec quand même une marge d'erreur digne en gros d'un sondeur en soirée électorale. Ce qu'il faut comprendre, c'est déjà très approximatif, vers 480. Hein. Donc vers 480, j'ai appris qu'on ne pouvait pas corriger les PowerPoint, sauf amende. Donc, je ne sais pas si on fixera l'amende à 4480 euros, à 4 euros, à 480 euros, à 48 euros, à 0 euros, enfin on verra. En tout cas, c'est 480, 549. Simplicius, qui est le dernier grand philosophe de l'école d'Athènes, a dressé le tableau complet de l'exégèse antique des catégories. Il a imposé à la question du scopos des catégories, de quoi parlent les catégories, de quoi traitent les catégories d'Aristote, hein, de quoi ça parle quand même. Eh bien, il a imposé une solution qui a assuré à la fois la mise en place et le triomphe de ce que j'ai précisément appelé le feedback textuel qui a conditionné l'émergence du problème moderne des universaux. Alors, dans son commentaire des catégories, Simplicius va rappeler les trois visions qui sont entièrement discordantes du scopos de l'œuvre d'Aristote. Avant lui, n'est-ce pas, vous voyez, il est à la fin de la tradition néoplatonicienne athénienne. Hein. Et donc il fait l'histoire de ce qui l'a précédé. Trois visions entièrement discordantes du scopos de l'œuvre d'Aristote. Discordance que nous lisons aujourd'hui, nous, à partir d'une distinction entre des disciplines dont aucune n'existait comme telle au VIe siècle, ni a fortiori ne portait le nom que nous donnons aujourd'hui à ces disciplines-là. Pas plus d'ailleurs que n'existait à la fin du VIe siècle, au début du VIe siècle, excusez-moi, pas plus d'ailleurs que n'existaient à l'époque de Simplicius les positions et les écoles que Victor Cousin, traitant des universaux, appelle nominalisme, conceptualisme et réalisme. Selon Simplicius, et très simplement, la première lecture du scopos des catégories, la première interprétation, que nous disons aujourd'hui linguistique. Vous voyez, on dit il y avait une théorie linguistique des catégories. Bon, évidemment, assimilait les catégories à des mots. Catégories, c'est des mots. La deuxième théorie, que nous disons aujourd'hui ontologique, les assimilait à des choses. Et la troisième, que nous disons aujourd'hui psychologique, les assimilait à des concepts. Bon, alors, linguistique, ontologique, psychologique, bon, si vous voulez, mais reste que, et quand même, dans l'énoncé de Simplicius, vous avez bel et bien mots, concepts et choses. Et pour Simplicius, aucune de ces lectures n'est la bonne. Elles sont partielles et elles ne rendent pas compte de ce dont s'occupe vraiment Aristote dans cet ouvrage, les catégories. La bonne lecture va prendre les trois ensemble, les mots, les concepts et les choses, et la thèse, c'est la bonne lecture, selon Simplicius, tiens, en une phrase simple, les catégories traitent des mots en tant qu'ils renvoient aux choses par la médiation des concepts. Les mots en tant qu'ils renvoient aux choses par la médiation des concepts. Les mots, les concepts et les choses. Les mots en tant qu'ils renvoient aux choses par la médiation des concepts. Donc, à ses yeux, et très clairement, la notion aristotélicienne de catégorie articule originairement les composants fondamentaux sur lesquels s'édifie tout l'organon, c'est-à-dire toute la logique, et au-delà, toute la philosophie naturelle.
ces composants sont les phonae, sont les onta et les noemata, donc les concepts noemata assurant la médiation entre les phonae et les onta. Donc, ici un texte, une citation, entre 4480 et 549, donc, les catégories sont dans le langage qui procède de l'âme humaine. Alors, il faudrait aussi commenter ce terme. Les mots simples, qui signifient les réalités simples ou genre suprême, par la médiation des notions simples qui sont dans l'âme. Voilà donc la définition du scopos des catégories, de l'objet, si je puis dire, des catégories. Les mots simples qui signifient les réalités simples par la médiation des notions simples qui sont dans l'âme. Alors, on va, j'ai dit qu'il y avait un autre témoin, ce qui va nous permettre d'éclairer un peu le propos de Simplicius, qui est le dernier grand philosophe païen, j'insiste là-dessus, de l'école d'Alexandrie, Ammonius. Alors, tous ces auteurs se connaissent et ont été en relation à un moment quelconque les uns avec les autres. Simplicius a étudié en partie à Alexandrie sous Ammonius. Hein. Puis à Athènes, il a étudié avec Damasius. Ammonius, lui, reste à Alexandrie et il est le grand philosophe d'Alexandrie que son assistant et protecteur, Jean Philopon, dit le grammairien, transcrit, il note ses cours, il les met en circulation, et d'une certaine façon, il sauve l'école d'Alexandrie parce qu'il est chrétien, Jean Philopon. Et c'est lui qui, au fond, assure le passage, si on peut dire, de la grande philosophie d'Alexandrie à ce qu'elle va continuer d'être une fois christianisée, à savoir une école de philosophie chrétienne, si on peut dire. Bon, mais enfin. Alors, Ammonius, entre 517 et 526 pour sa mort, c'est assez vague là aussi, mais enfin au moins on ne s'est pas trompé on n'a pas mis 4517. Bon. Donc entre 517 et 526. Donc Ammonius, qui avait été le maître de Simplicius, soutient à peu près la même doctrine synthétique que Simplicius, dont il est probablement, d'une certaine façon, l'inspirateur. Enfin, bref. Voici quelques thèses, disons, d'Ammonius. Dans les catégories, Aristote ne traite pas seulement des noms et des verbes tels que les définit le Péri-Arménéas, mais de la première imposition des mots simples signifiant les réalités simples par le biais des concepts simples. Alors, la première imposition, c'est la première thèse. Ce qui est le fait d'une thèse, c'est ce qui précisément n'est pas le fait de la nature. C'est donc d'une certaine façon faire référence ici au caractère dit conventionnel du langage humain. La première imposition des mots simples signifiant les réalités simples par le biais des concepts simples. So far, so good, mais qu'est-ce que c'est que des mots simples? Et pourquoi est-ce qu'il n'y en a que 10 mots simples? Qu'est-ce qu'ils ont de simple d'ailleurs? Parce que quand on dit c'est la substance, on est terrifié. On dit mais attends, c'est difficile, c'est pas simple. Non, simple, complexe, facile, difficile, c'est pas la même chose. Mais bon, les mots simples.
Et bien, on a la définition. Les mots simples sont ce que Porphyre appelait les 10 genres qui servent à mettre en cause. Et là, c'est fabuleux parce que vous voyez que j'évoquais le premier sens qu'avait eu catégorein en grec, accusé. Hein. Et puis ensuite, son deuxième sens, catégorein, c'est attribué. Eh bien là, les 10 genres de prédication, les 10 genres d'attribution, les 10 façons d'attribuer quelque chose à quelque chose sont appelés 10 genres qui servent à mettre en cause. C'est extrêmement intéressant de voir cette trace, disons, de l'étymologie quand même de catégorein, ici déposée dans la formule porphyrienne qu'on peut trouver d'ailleurs, effectivement, puisque Porphyre fait état de l'étymologie de catégorein au début de son commentaire des catégories par questions et réponses, dont il existe une traduction française d'ailleurs, due elle aussi à Richard Bodeus. Les mots simples sont ce que Porphyre appelait les 10 genres qui servent à mettre en cause, les 10 prédications, les 10 genres de catégorisation, correspondant aux 10 genres d'être ou d'étant. Essence, qualité, alors question comment, hein, quelle, quantité, question combien, relation, ou plutôt relatif à, on verra par la suite, pas cette année probablement, mais qu'il y a une différence, enfin on verra, je ne sais pas, il y a une distinction entre relation et relatif à, mais bon. Lieu, question où, temps, question quand, position ou posture, hein, être assis, debout, possession, avoir, action, faire, passion, subir, il y a différentes façons de nommer tout cela. Voilà les 10 genres de catégorisation, c'est-à-dire les 10 manières qu'il y a de parler de ce qu'il y a. Hein. Et après, si on veut mettre de l'ordre dans tout ça, lieu, temps, position, possession, action, passion, quantité, etc., bon, on va passer à un niveau supérieur, et c'est là qu'effectivement interviennent ces fameux universaux, genre, espèce, différence, propre, accident. Mais je ne viens pas là. On a ici, pour le moment, donc, grâce à Ammonius, une reprise du thème que je viens de voir, que nous venons de voir ensemble avec Simplicius sur le scopos des catégories. On a compris les mots, les concepts, les choses, les genres de prédication, les 10 manières qu'il y a de dire quelque chose de quelque chose, etc. Tout va bien. Bon, mais Ammonius fait plus. Ammonius aborde frontalement la question que Porphyre a, si vous me passez l'expression, laissé tomber dans les Agogés. Il aborde frontalement la question que Porphyre a réservée à une autre science, à une science plus élevée, la philosophie première, ou plutôt la théologie. Et Ammonius propose une théorie, donne une réponse. Une théorie qui articule, c'est assez remarquable, hein, qui articule en la dynamisant dans une sorte de trajet qu'on pourrait appeler un trajet d'instanciation de l'universel dans le particulier, un trajet d'instanciation orienté du haut vers le bas. Il articule en la dynamisant donc dans une sorte de trajectoire, hein, une structure composée de 3 sortes de statuts de l'universel. On pourrait dire aussi 3 états de l'universel qui correspondent à 3 conceptions et qui correspondent même à 3 disciplines dont l'articulation de ces 3 disciplines va assurer, merveille des merveilles, l'articulation et la synthèse des 2 grandes philosophies, le platonisme et l'aristotélisme. Rappelez-vous quand même que ces néo-platoniciens ont un cursus qui consiste à commencer par étudier Aristote pour s'élever jusqu'au dialogue de Platon. Bon, eh bien, on va dans la théorie même qui est donnée des universaux, en quelque sorte orchestrée d'avance
l'accord, la symphonie, comme on dit, de Platon et d'Aristote et de Platon. Les trois états de l'universel rendent possible non seulement une réponse raisonnée à la thèse, à la question, au questionnaire de Porphyre, une réponse à la fois platonicienne et aristotélicienne et platonicienne. Et bien sûr, ça prépare, puisque vous commencez par ça, le premier cours c'est sur les agoniers, donc en ayant la bonne théorie tout de suite, qui vous est exposée tout de suite, eh bien, vous préparez tout le cursus scolaire qui va vous faire aller lentement, longuement, divisément, de l'organon jusqu'au sublime et dernier dialogue de Platon. Donc on va s'élever de la logique à la théologie. Hein. Mais pour ça, eh bien, comme d'habitude, il y a une inversion de trajectoire. Pour s'élever de la logique à la théologie, on va suivre un ordre, en fait, qui, au fond, est l'ordre inverse de ce qui se passe dans la production de ce bas monde, de la descente, si j'ose ainsi m'exprimer, et d'ailleurs je dois ainsi m'exprimer, de l'universel dans le particulier. Il y a, dit Ammonius, 3 états de l'universel. Et les voilà. Et là, on ne cause plus, si j'ose dire, aristotéliquement. Hein. On dit il y a l'universel avant le multiple, avant le plusieurs, avant la pluralité. Proton, polon. Il y a l'universel dans le multiple. Entois polois. On a l'universel après le multiple. Epitois polois. Avant, dans, après. J'ai parlé de trajectoire, d'instanciation orientée, de descendre de ce qui est en haut vers ce qui est en bas. L'universel antérieur au multiple, c'est évidemment l'universel platonicien. C'est la forme avec un grand F, c'est l'idée avec un grand I, c'est l'universel que l'on dira un jour théologique. L'universel dans le multiple, il est platonicien et aristotélicien, évidemment. Il est les deux. C'est la forme engagée dans la matière, descendue dans la matière, la forme particularisée dans le particulier. C'est l'universel dans le particulier. Ça peut se dire platoniquement, ça peut se dire aristotéliquement. Et puis, bien sûr, il y a un universel. Alors cet universel, on l'appellera physique, n'est-ce pas? À un certain moment de l'histoire sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et enfin, après le multiple, l'universel postérieur au multiple, c'est un universel que l'on dira au choix logique ou psychologique. Epitois polois. Cette théorie des 3 états de l'universel, elle intègre pour l'universel avant le multiple les thèses de Platon sur ce qu'on appellerait aujourd'hui l'universel non instancié. C'est la manière dont Armstrong, par exemple, dans le livre dont je vous recommande vivement la lecture, s'il n'y en a qu'un à lire aujourd'hui dans la philosophie contemporaine sur les universaux, vous achetez ce petit livre. Enfin, je ne fais pas de publicité, n'est-ce pas? Mais enfin, bon, vous lisez ce petit livre, Les universaux, une introduction partisane. Donc ça vous prouve que le philosophe en question ne dort pas en écrivant. C'est le plus grand métaphysicien et philosophe australien, hein, Armstrong. Il est très âgé aujourd'hui, mais je pense que c'est un des grands philosophes du XXe siècle, et donc, puisqu'il est toujours là, du XXIe. Enfin, j'espère qu'il est toujours là, je ne sais, je crois, enfin bon, mais en tout cas. Donc, Universals, an Opinionated Introduction, traduit en français, une introduction partisane. Bon. Donc, l'universel non instancié, c'est l'universel qui n'est pas particularisé dans un particulier, qui n'est pas engagé, comme on disait autrefois, dans une matière,
c'est celui qui n'est exemplifié en rien, si je peux dire, ou plutôt qui n'est instancié, réalisé, présent, concrétisé en rien. Il est détaché de tout, il est la forme séparée, il est l'idée platonicienne, on appelle ça un universel non instancié. Bon, après, il y a les thèses qui sont celles d'Aristote et de Platon sur l'universel instancié, c'est-à-dire l'universel particularisé dans le particulier, et puis en prime, pour après le multiple, vous avez en gros, et plus ou moins quand même, les théories d'Alexandre d'Aphrodite sur l'abstraction. Parce que l'universel après le multiple, c'est l'universel abstrait. Donc c'est l'universel qui n'a d'être que dans l'âme, dans l'esprit, hein, et en même temps c'est l'universel dont on parle en logique. D'où le fait qu'on dise tantôt c'est l'universel psychologique, d'autres disent c'est l'universel logique. Bon, c'est pareil d'une certaine façon. Donc le problème des universaux est résolu symphoniquement et pour une longue période par cette théorie des trois états de l'universel. Cette théorie des trois états de l'universel, vous la retrouvez chez Avicenne, donc un auteur persan du Moyen Âge. Vous la retrouvez chez Albert le Grand au XIIIe siècle, un auteur qui représente la quintessence de la scolastique du XIIIe siècle. Vous la retrouvez dans la scolastique tardive au XVe siècle, par exemple chez Jean de Maisonneuve, Johannes de Nova Domo, Jean de Maisonneuve, qui est un des albertistes, disciple lointain d'Albert le Grand, c'est pas XVe siècle, Albert est du XIIIe. Jean de Maisonneuve, qui est un des philosophes impliqués dans la situation qui a abouti à Paris à la promulgation de l'édit de Senlis par Louis XI, le fameux édit antinominaliste. Et Jean de Maisonneuve était le leader des réalistes et il pratiquait une forme de discussion philosophique qui je pense, pourrait tout à fait réussir de nos jours, qui consistait précisément à ne pas discuter avec ses adversaires. Donc c'est assez commode, en anglais ça s'appelle le boycott. Donc il avait organisé le boycott des cours des nominalistes, personne n'allait discuter avec eux, mais comme ça ne suffisait pas, on a cloué leurs livres et je ne résisterai au plaisir de dire qu'on leur a... non, puisque je commence, on leur a cloué le bec, donc d'une certaine façon, on ne discute pas avec eux, et deux, on enchaîne les livres. Donc après ça, on se demande ce qu'il peut bien y avoir, qu'est-ce qui reste, mais enfin bon. En tout cas, vous retrouvez la théorie d'Amenius dans le commentaire des catégories de Simplicius, avec une terminologie un peu différente. C'est bien mais c'est identique sur le fond, c'est pour ça qu'on peut parler d'une théorie néo-platonicienne des trois états de l'universel. Les deux grands, Amenius et Simplicius, sont d'accord là-dessus. Bon, l'intérêt de Simplicius, c'est qu'il cite à tour de bras et vous informe sur les thèses de Boëtus, Andronicus, Archytas, Maximus, Alexandre d'Aphrodite, j'en passe. Bon, c'est un réservoir d'opinions importantes. En tout cas, la théorie néoplatonicienne des trois états de l'universel existe. Ça n'est pas seulement la théorie d'Amenius, c'est la théorie aussi de Simplicius et c'est la théorie de tous ceux qui vont venir après Amenius à Alexandrie. Et vous allez voir qu'il y en a un certain nombre quand même. Alors, plus précisément maintenant, avant le multiple, polone, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les modèles. Là, j'utilise des termes que vous trouveriez, traduits, évidemment, presque du grec, les paradigmes, les genres et les espèces qui subsistent dans... Alors, on est chez des païens, dans l'intellect démiurgique, du démiurge, le fameux démiurge du Timée. L'intellect démiurgique est rempli, selon les néoplatoniciens, de genres et d'espèces, de modèles ou de paradigmes qui subsistent dans son intellect. Alors vous voyez, hélas, enfin si j'ose dire, tout est prêt en quelque sorte pour christianiser Platon. Je veux dire, encore un effort
non pas pour être républicain, mais pour être chrétien. Parce qu'une fois que les paradigmes sont dans l'intellect démiurgique, il n'a plus besoin de regarder en dehors vers ces formes qui existent indépendamment de son intellect. Donc il y a plus, c'est une liquidation du platonisme. C'est quand même bon. Les rares personnes qui ont voulu dire que les universaux existaient in re à l'extérieur de la pensée divine, il y en a eu au Moyen-Âge, par exemple. Hein. Les formes platoniciennes existent, oui. Elles ne sont pas dans l'intellect divin, non. Elles existent en dehors de l'intellect divin. Ben, c'est la vraie théorie platonicienne où le démiurge regarde vers ces formes. Eh bien, ces gens-là, c'est par exemple Jérôme de Prague, qui, dans le Moyen-Âge tardif, à l'époque à peu près de Jean Hus, a été brûlé pour cela. Donc, in re extra deum, au feu. Les modèles ou paradigmes, les genres et les espèces subsistant dans l'intellect démiurgique. Dans le multiple, les formes participées engagées dans la matière. Après le multiple, les concepts abstraits. Et, alors vous notez l'expression, postérieur dans l'ordre de l'être, engendré en dernier, dernier né. Un mot sur ce qualificatif, postérieur dans l'ordre de l'être, hystérogenes, engendré en dernier, engendré en dernier, engendré en dernier, dernier engendré. D'où vient ce qualificatif que vous trouvez sous la plume d'Ammonius et qui va se généraliser ensuite? D'où cela vient-il? On comprend bien, avant le multiple, dans le multiple, après le multiple, bon. Mais, engendré en dernier. Eh bien, c'est l'intégration d'un autre philosophème, d'une de ces phrases, ce n'est pas la phrase de Porphyre selon Victor Cousin, c'est une autre phrase qui est issue précisément d'un texte qu'on dirait aujourd'hui psychologique d'Aristote, le De Anima, où figure l'expression dans un énoncé qui a fait l'objet de son côté d'un traitement autonome et d'un grand nombre de complexes constitués de questions et de réponses, particulièrement chez Alexandre d'Aphrodise. Postérieur dans l'ordre de l'être renvoie à un passage d'Aristote, De Anima 402 B7, où Aristote dit « L'animal pris universellement, ou bien n'est rien, ou bien est postérieur, c'est-à-dire engendré en dernier, hein, après les animaux particuliers sensibles qui existent, enfin, les particuliers physiques. Il est engendré en dernier, c'est-à-dire il n'y a l'animal, l'homme, l'universel, qu'après qu'il y a eu des animaux et des hommes. Il vient en dernier, il est postérieur. Ou bien il n'est rien du tout, et c'est-à-dire il n'y a même pas d'universel. Donc l'animal pris universellement, ou bien c'est rien, ou bien c'est engendré en dernier, c'est-à-dire ça vient après le particulier existant, donc c'est ce qu'on appelle un concept abstrait. Mais bon, c'est nous qui appelons ça comme ça, c'est pas dit comme ça là. Voilà, donc vous voyez, c'est intéressant. Je pourrais expliquer quelle est la thèse d'Alexandre d'Aphrodise sur ce point, comment il interprète cette phrase. On pourrait aussi regarder la formulation exacte des trois états chez Simplicius. J'y reviendrai probablement la semaine prochaine, ou peut-être pas. Enfin, l'universel exempt des singuliers, c'est une façon de parler qui est intéressante, qui est cause de la communauté présente en eux en vertu de l'unité de sa nature. Bon, mais vous voyez, ça condense un grand nombre de problèmes métaphysiques. L'universel commun, distribué en plusieurs espèces distinctes par la cause commune et inhérent à elle, et l'universel subsistant dans notre intellect par abstraction, postérieur dans l'ordre de l'être et recevant au sens fondamental la raison de communauté et de non-différence. Je vous l'ai présenté là pour que vous voyez que c'est sous une terminologie légèrement différente et passablement plus compliquée que Simplicius introduit la théorie des trois états de l'universel. Nous n'avons pas le temps de préciser cela, mais revenons et concluons là-dessus au texte beaucoup plus simple
où Ammonius essaie de nous faire comprendre ce qu'on pourrait appeler l'Odyssée de l'universel, cette trajectoire d'instanciation qui va de l'un au multiple en passant par 3 états, 3 phases. Voilà l'Odyssée de l'universel selon Ammonius. Et voici du même coup sa méthode philosophique dite de symphonie, d'accord ou de concorde. Entre Platon et Aristote, c'est vital évidemment pour assurer la formation du philosophe néoplatonicien qui puise aux 2 sources, pour éclaircir ce que le texte de Porphyre veut dire. Présentons-le au moyen d'un exemple, car il n'est pas vrai que les philosophes désignent simplement et au hasard telles choses comme des corps, telles autres comme des incorporels, mais ils le font au terme d'un raisonnement, et ils ne se contredisent pas non plus les uns les autres, car chacun d'eux dit des choses raisonnables. Alors les bons philosophes, les platoniciens, les aristotéliciens, et vous allez voir qu'en fait tout ça, c'est une machine de guerre montée contre les stoïciens. On verra ça la semaine prochaine. Mais regardons quand même l'explication. Imaginons donc un anneau, une bague, avec une empreinte représentant un chaton donc, de bague, comme on en a pour les sceaux, n'est-ce pas, où on scellait avec une bague, n'est-ce pas, la cire chauffée, au Moyen-Âge notamment. Et imaginons donc un anneau avec une empreinte représentant par exemple Achille, ainsi qu'une multitude de pains de cire. Supposons que l'anneau marque de son sceau tous les pains de cire. Tous les pains sont scellés. Supposons maintenant que quelqu'un vienne plus tard et qu'il regarde les pains de cire en constatant que toutes les marques viennent d'une unique empreinte. Il aura en lui-même la marque, c'est-à-dire l'empreinte, dans sa faculté discursive, sa dianoia. On peut donc dire que le sceau sur l'anneau est antérieur au multiple, que la marque dans les pains de cire est dans les multiples, tandis que celle qui est dans la faculté discursive de celui qui l'a, virgule, imprimée en lui, qui la possède parce qu'elle s'est imprimée en lui, est postérieure au multiple et postérieure dans l'ordre de l'être. Eh bien, c'est cela qu'il faut comprendre dans le cas des genres et des espèces. Je vous disais, encore un pas pour être chrétien. Eh bien, voilà. Le modèle est christianisé décisivement, quasiment au même moment, quasiment en même temps, par ce grand théologien chrétien et philosophe syriaque qui est Sergius de Resh-Aïna, mort en 536, qui est donc le contemporain de tous ces gens. Hein. Il est le contemporain de Boès, plus ou moins, il est le contemporain de Simplicius, il est le contemporain plus ou moins d'Ammonius, il est le contemporain de tous ceux qui philosophent encore et de ceux qui déjà ne philosophent plus mais théologisent. Bon, ben lui, il théologise franchement, et voilà ce qu'il fait lorsqu'il commente les catégories. Les espèces et les genres des choses se divisent ainsi. Les uns sont auprès du Créateur, alors notez le auprès, apud en latin, hein, où est-ce qu'on entend ça? Ben, c'est la création dans le verbe. Hein. Apud Deum, ça veut dire en Dieu. Auprès du Créateur, ça veut dire dans le Créateur. Hein. Les uns sont auprès du Créateur et ils sont dits simples et premiers, d'autres sont dans les matières, ils sont appelés matériels et naturels, d'autres sont dans l'intellect et ils sont dits derniers et intellectuels. C'est ce qu'enseignent sur les genres et les espèces Platon et les autres membres de l'Académie, en disant que toute chose, quelle qu'elle soit, qui est naturellement dans le monde, a sa propre espèce et possède aussi une espèce propre auprès de son Créateur, alors voilà, christianiser le démiurge, qui a sa subsistance propre, par laquelle la chose dans le monde a été imprimée et est venue ici-bas à l'existence. Et lorsque quelqu'un la voit, il prend alors son espèce dans sa mémoire, et elle a sa subsistance dans sa pensée, si bien que cette espèce existe de 3 façons, auprès du Créateur, dans la chose même, et dans la mémoire de celui qui l'a vue, c'est-à-dire la connaît. Voilà, donc on peut s'arrêter à Sergius de Resh-Aïna, et on reprendra la semaine prochaine cette petite balade dans l'histoire des universaux. Merci beaucoup.